Ok, on continue sur les lois. Donc, on a fait binomial, Bernoulli, binomial, poisson. On continue sur une dernière petite loi, pardon, pas la dernière parce que j'en ai rajouté d'autres, une autre loi classique qui est ce qu'on appelle la loi géométrique. Donc, je reviens là encore sur un petit partage d'écran. Hop, donc on bascule sur les slides. Ok. Donc, la loi, c'est ce qui s'appelle la loi géométrique. Donc, la loi géométrique, comme son nom l'indique, alors on ne va pas faire la géométrie, mais c'est lié à ce qui s'appelle la suite ou la série géométrique, que j'avais un petit peu évoqué parce qu'en fait, ça va être lié, pardon, à l'exponentielle. Donc, l'exponentielle est liée aux séries géométriques. Et d'ailleurs, soit dit en passant, cette loi géométrique va être liée à ce qu'on va appeler la loi exponentielle. Donc, encore une fois, il y a une espèce de cohérence quand même dans mon cours. Et voilà, donc on suppose qu'on a une relation de ce type-là. Donc une série géométrique, c'est UN est égal à Q fois UN. UN plus 1 est égal à Q fois UN. Okay. Alors si on veut que ça n'explose pas, on va demander à ce que Q appartienne à 0,1. Et dans ces cas-là, vous allez avoir une suite qui n'explosera pas, qui va tendre vers 0 et qui sera en plus sommable. Okay. Donc je vous rappelle qu'on a des propriétés sur ce genre de suite. C'est que quand je m'intéresse à la somme des UK, dans ces cas-là, on peut la calculer. Okay. Ça va ressembler à quelque chose qui correspond à ça si U0 c'est le premier terme A. Okay. Et donc on peut montrer effectivement que cette somme, cette série converge. Okay. Donc on peut définir des fonctions de masse sur n, okay, voire n étoiles. Alors je reviendrai un peu sur le n étoiles plus tard. Et donc je peux le définir tout simplement. Alors comment est-ce que je vais redéfinir comment est-ce que je vais récupérer cette relation de récurrence qui me permet de passer de UN à UN plus 1? Alors, j'avais noté ça Q, en fait, effectivement, ça s'interprète comme étant une probabilité. En fait, ce n'est pas exactement le paramètre de probabilité tel qu'il intervient ici. En fait, le paramètre P, ça va être celui qui correspondra à ce qu'on appelle 1 moins P. Donc, la loi géométrique, ça va être une loi G de paramètre P. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a du P multiplié par 1 moins P puissance X moins 1. Donc, voilà. La loi géométrique va être définie de cette manière-là. Donc, on dira qu'on a une loi géométrique quand la fonction de masse petit f, c'est écrit f de x égale p puissance 1 moins p puissance x moins 1. C'est bien une fonction de masse, essentiellement parce que quand on somme cette chose-là, ça va bien sommer à 1. Donc, c'est lié à ce calcul qu'on vient de faire juste en haut. Donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier. Sommez cette grandeur-là et vous allez voir que ça somme à 1 quand vous sommez sur les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini, en fait. Donc, le 0 n'intervient pas ici. Okay. Le paramètre P, c'est une probabilité, il appartient à 0,1. L'intérêt, c'est que la fonction d'impartition, elle a une forme très très simple. C'est juste du 1 à P puissance x. Okay. Donc effectivement, si x part à l'infini, on tend vers 1, c'est bien une fonction qui est croissante. Donc on est bien sur une grandeur qui peut s'interpréter comme étant une fonction d'impartition. Okay. Donc cet objet-là me définit en fait une loi de probabilité qu'on appelle la loi géométrique qui dépend d'un seul paramètre, c'est ce paramètre P. Okay. Donc ça, c'est la loi géométrique. Alors, formellement, il y en a une deuxième qui peut intervenir. En fait, la grande question, c'est est-ce que je commence en 1 ou est-ce que je commence en 0? Donc, cette première loi, telle que je vous la définis, elle commence en 1, mais on pourrait la définir à partir de 0. OK. Alors, si je regarde un petit peu cette probabilité, vérifie une propriété assez mignonne et assez intéressante, en particulier pour tous ceux qui travaillent un petit peu sur les données de télécom, par exemple. Si jamais je m'intéresse à cette fonction, donc encore une fois, du P multiplié par 1 moins P puissance x moins 1, quand je prends le logarithme, encore une fois, j'ai plein de choses avec des produits et des puissances. Quand je prends le logarithme, je vais avoir des choses qui vont devenir linéaires, essentiellement parce que ça va devenir des sommes. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que le log de ma fonction de masse s'écrit tout simplement, donc je vous rappelle, le log d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, je récupère le log de P qui va apparaître. Le 1 moins P puissance x moins 1, quand on a de la puissance, ça veut dire qu'on a quelque chose multiplié par du log. Okay, du log de y à la 2, c'est 2 fois le log de y. Donc le terme en puissance va apparaître ici comme terme multiplicatif, et donc j'ai du x-1 multiplié par log de p. Si jamais je vous dis que ça c'est une certaine fonction f, f de x, j'ai déjà appelé ça f, je vais appeler ça, psi par exemple. Psi de x, que je vous dis que c'est log de p plus x-1 log de 1 moins p. Cette fonction-là, en fait, elle est linéaire en x. Okay. Donc en fait, si jamais je m'amuse à tracer ici les x et ici que je travaille, que je modélise les logs de ma fonction f, c'est-à-dire la fonction psi, en fait, j'ai une belle droite qui est décroissante, qui est linéaire. Okay. La valeur en 0,
ben, on la voit presque apparaître. Alors, elle est un petit peu plus vicieuse, mais ça va être du log de P moins log de A moins P. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pente ici, je la connais, et c'est log de 1 moins P. Et ça aussi, on peut en dire quelque chose, c'est que P, il appartient à 0,1. P, c'est une probabilité. Ah, donc 1 moins P appartient aussi à 0,1. Okay. Le logarithme de quelque chose de plus petit que 1, c'est négatif. Donc effectivement, cette grandeur-là est négative. On a bien une pente qui est décroissante. Et ça, c'est logique d'un autre côté. La probabilité devient de plus en plus petite. Okay. Donc, si je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est en fait une distribution pour laquelle la probabilité décroît exponentiellement vite, puisque quand je prends son logarithme, le logarithme de la probabilité décroît linéairement avec x. Okay. Donc, c'est vraiment cette décroissance exponentielle. Et donc, on retrouve le lien entre la suite géométrique et la loi exponentielle. J'ai une décroissance, on décroît très, 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 très vite vers 0 à une puissance exponentielle. Okay. Enfin, avec une raison géométrique. Okay. Donc, cette loi est intéressante. C'est une loi pour lesquelles, quand vous regardez x, c'est log de f de x. Dans ces cas-là, vous devriez avoir des points qui sont alignés sur une droite. Okay. Si jamais vous avez ce genre de choses, pensez automatiquement à la loi géométrique. Alors, quand est-ce qu'elle apparaît ? Elle apparaît quand on regarde la première fois qu'un événement survient, quand on s'intéresse à des variables de Bernoulli. Okay. Je passerai mon temps à parler de Bernoulli parce qu'en fait, c'est la loi la plus importante quelque part en probabilité. Okay. Si jamais vous avez des ensembles de variables de Bernoulli qui sont indépendantes, désolé, j'ai encore mon problème informatique. Donc, si jamais vous avez des variables z qui suivent des Bernoulli, donc par exemple un dépassement de seuil dans une digue, dans un fleuve, okay, vous prenez une rivière et vous regardez la probabilité pour qu'il y ait un dépassement d'une digue. Okay. Donc ça survient de manière assez rare et vous demandez, ok, c'est quand le premier événement, le premier moment où je vais avoir un dépassement de seuil. Okay. Donc c'est ce que j'ai dessiné ici sur les petits exemples. Première année, j'ai pas eu de dépassement. Deuxième année, j'en ai pas eu. Troisième, j'en ai pas eu. Puis vous vous intéressez au temps que vous devez attendre avant que l'événement qui vous intéresse survienne pour la première fois. Okay. Donc formellement, mathématiquement, ça veut dire que vous cherchez le premier n tel que Zn est égal à 1. Okay. Donc vous avez supposément beaucoup de zéros, puis tout d'un coup, il y a un 1 et vous vous demandez quand est-ce que ce 1 survient pour la première fois. Dans ces cas-là, c'est la loi géométrique. C'est le nombre de moments le nombre d'années que vous devez attendre avant qu'un événement qui survient de manière annuelle survienne, tout simplement. Okay. Donc ça suit une loi géométrique et le paramètre P correspond très exactement à cet événement-là. D'accord. Donc ça, c'est la loi telle que moi je vous la définis. Okay, on verra qu'elle a, en particulier, elle a une fonction d'impartition qui est très simple, qui est tout simplement 1 moins P puissance x. Et on verra, quand je présenterai les espérances, elle a une espérance aussi qui est très très simple, qui sera tout simplement 1 sur P. Dans certains cas, on va la décaler de 1. Et donc, on la fera commencer non pas en 1, mais en 0. Et au lieu d'avoir du x puissance, du 1 moins p puissance x, moins 1, on aura du 1 moins p puissance x. Ça aussi, ça vous définit une forme de loi géométrique. Donc, j'appelle ça une autre loi géométrique. Moi, je ne l'aime pas trop parce qu'elle n'a pas des propriétés très jolies. En fait, comment je la construis, celle-là ? La première loi, c'était combien d'années j'ai dû attendre avant que mon point 1 arrive. Donc, combien d'années j'ai dû attendre avant que ça survienne ici. La deuxième, elle apparaît en vous disant combien de points rouges j'ai obtenu avant d'avoir un point bleu. Okay, combien d'années à 0 j'ai dû avoir avant d'avoir une année en 1. On voit que je passe de l'une à l'autre en rajoutant 1, okay, ce qui vous décale tout simplement votre fonction de masse. Okay. Mais voilà, moi je la trouve, elle est un peu moins utile. Souvenez-vous juste voilà, que ici, je compte combien de moments j'ai dû attendre en incluant la dernière arrivée pour effectivement avoir un 1 qui survient. Okay. Donc là aussi, c'est très très lié aux histoires des lots de poissons, puisque tout simplement, j'ai mes lois de Bernoulli. Donc encore une fois, je m'intéresse à des événements qui n'arrivent pas souvent. Par exemple, un événement centenaire. Alors, ce qu'on appelle un événement centenaire, c'est un événement qui survient avec une chance sur 100. Et je me demande combien de temps est-ce que je devrais attendre avant qu'un événement survienne. Okay. Dans ces cas-là, il y a pas mal de liens qui existent, en particulier, donc je vous refais les liens avec Donc, je reparlerai un petit peu des périodes de retour par la suite, mais c'est cette histoire-là. D'accord. Donc, j'ai vraiment plein de liens qui sont cachés, essentiellement parce que j'ai des Bernoulli. Mes Bernoulli, quand je les cumule, j'ai des binomiales. Quand n fois p est relativement constant, dans ces cas-là, j'ai une loi de Poisson qui va se cacher derrière. Okay. Puis ma loi géométrique, elle va être associée aux mêmes paramètres. Et donc voilà, tout ça est très très lié. Et on verra réapparaître ça un petit peu plus tard. Okay, je vais terminer avec une autre loi
J'ai encore deux lois à vous présenter, puis après on essaiera d'aller un petit peu au-delà. Cette première loi, c'est donc la loi de Zipf. Donc la loi de Zipf, c'est ce qu'on appelle une loi en fonction de puissance. Donc là aussi, je vais exclure 0 parce que 0 me pose des petits problèmes. Donc je fais des comptages de choses. Okay, et ce que je demande, c'est que, alors c'est ce petit symbole un peu bizarre veut dire proportionnel. Ce que je dis, c'est tout simplement que f de x, je voudrais que ce soit en x puissance moins alpha. Okay, ça, c'est possible, essentiellement parce que c'est bien positif. Okay, la seule chose, c'est que ça ne va pas sommer à 1. Okay, alors alpha est un paramètre positif. Hein. Donc là, effectivement, ça me définit bien une fonction de masse, okay, mais qui ne va pas sommer à 1. En fait, si je veux sommer à 1, ben, c'est pour ça que j'ai besoin de mon coefficient de proportionnalité, c'est que j'ai besoin de me multiplier par un petit quelque chose, tout simplement parce que la somme des x puissance moins alpha sur x, ce n'est pas égal à 1, c'est égal à une constante. Et cette constante, c'est ce qu'on appelle hn alpha, okay, qui sera tout simplement le nombre. Alors, le n veut dire que si jamais je somme non pas jusqu'à l'infini, mais jusqu'à n, dans ces cas-là, je récupère une loi qui va être définie sur 0, enfin, pardon, sur 1 jusqu'à n, mais je peux la faire partir à l'infini. Okay, et donc, en introduisant ce n, donc si jamais je somme pour n qui va de 1 jusqu'à n, dans ces cas-là, je récupère cette constante. Et donc, si jamais je dis, donc je reviens, désolé, j'efface un tout petit peu, si jamais je définis cette chose-là, c'est effectivement ce f de x qui est ce x puissance moins alpha divisé par ce nombre harmonique. Dans ces cas-là, je récupère bien une masse de probabilité. Okay, donc ça, c'est juste des histoires de normalisation. Je pense que vous ne préoccupez pas des histoires de normalisation, on n'en a rien à foutre. C'est vraiment totalement... C'est juste pour définir des masses de proba, en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais vous voulez un truc qui soit en x puissance moins alpha, qui éventuellement ne soit pas défini jusqu'à l'infini, mais jusqu'à un certain n, alors dans ces cas-là, on récupère ce qui s'appelle cette loi de Zipf. Okay, donc ici, je le définis, alors je suis désolé, j'aurais pu le noter avec un n, parce que n pourrait être un paramètre. Mais assez classiquement, on l'appelle la loi de Zipf de paramètre alpha. Okay, donc cette loi de Zipf de paramètre alpha veut juste vous dire la fonction de masse, elle va être en x puissance moins alpha. Okay, donc ça, c'est une autre loi. Alors, je vais juste vous montrer à quoi elle sert. Cette loi, elle est intéressante parce que tout à l'heure, je vous avais dit, on peut passer au log. Si jamais vous prenez vous prenez x en abscisse et log de x, enfin, log de f de x en ordonnée et que vous avez quelque chose qui est linéaire, vous tombez sur la loi géométrique. Si jamais vous prenez ici le logarithme de cette fonction de masse, dans ces cas-là, vous n'avez pas quelque chose qui va être linéaire en x, vous avez quelque chose qui va être linéaire en log de x. Simplement parce que vous pouvez montrer que log de f de x, c'est ma constante ici qu'on va oublier, et j'ai du moins alpha log de x. Et donc, si jamais je m'amuse à tracer en abscisse, non pas x, mais log de x, et on va donner le log de la fonction de masse, je dois avoir des points qui sont alignés suivant une droite de paramètres moins alpha. Et c'est exactement ce que fait la loi de Zipf. Alors, je vous montre un exemple. En fait, je l'ai fait sur... en fait, c'est une loi qui apparaît énormément en text mining, en littérature et en documents, en analyse textuelle. J'ai pris Les Misérables. Si vous voulez, je vous passerai le code. Les Misérables, il y a à peu près un demi-million de mots dans le document. Okay, alors, il y a des subtilités, savoir si on compte les mots avec des virgules et tout ça. Enfin, bon, c'est un peu tordu, puis savoir si je compte avec les majuscules ou pas. Mais bon, anyway, on est à peu près à un demi-million de mots. Et je vais regarder la fréquence d'apparition des mots. En fait, si vous regardez les mots les plus fréquents, de, la et le, voilà, on retrouve des mots classiques en français. Donc, si jamais je regarde le mot de, par exemple, sur les 50 000 sur les 50 000 mots différents, il apparaît très, très, très fréquemment. Okay, en particulier, il apparaît 20 000 fois. De, là, apparaît 15 000 fois. Et en fait, cette fonction, si jamais vous essayez de la tracer, en particulier si jamais vous la passez en échelle log, okay, dans ces cas-là, ici, je regarde par exemple les 10 mots les plus fréquents. Dans ces cas-là, le 10e mot le plus fréquent, il apparaît quand même de l'ordre de 10 000 fois. Si jamais je regarde le 100e mot le plus fréquent, il apparaît à peu près 500 fois. Okay, et en fait, quand vous travaillez comme ça en échelle log, donc si jamais je regarde le nombre de mots en échelle log et la fréquence d'apparition, donc log de f, on s'aperçoit, alors il y a une petite déviation au début, mais en gros, je suis aligné sur une droite. Et donc, je vois apparaître une droite, alors il faudrait que je calcule sa pente, mais sa pente devrait être normalement moins alpha, et je devrais pouvoir dire, la loi de Zipf marche bien pour décrire des comptages de mots. Okay, donc, ça permet de faire de l'analyse textuelle et de deviner des fréquences d'apparition de mots, en particulier, voilà, de regarder un peu une richesse de langue et ce genre de choses. Okay, donc, ça s'appelle la loi de Zipf. Je peux aller jusqu'à un certain n, ou je peux aller jusqu'à l'infini, mais peu importe. À partir du moment où vous avez une fonction de masse
qui est de l'ordre de x puissance moins alpha, vous avez cette loi qui apparaît assez naturellement. Okay. Et dernière loi, il y en a une qui est assez classique. Alors, non, quand n est un peu particulier, c'est quand n est égal à 9. Et je m'intéresse aux valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Donc ça, c'est ce qui va apparaître quand vous regardez des fréquences d'apparition de chiffres. Okay. Donc vous prenez des séries statistiques. Donc par exemple ici, je vous l'ai fait sur... Alors j'ai pris un package en R qui s'appelle Maps, qui est un package pour faire de la cartographie. Okay. Et dans ce package, en fait, il y a des villes. Donc en particulier, je crois que vous avez les villes... Alors, il faudrait que je vérifie, mais de plus de 10 000 habitants. Vous avez l'ensemble de toutes les villes de plus de 10 000 habitants qui sont géocodées. Donc vous avez leur latitude, leur longitude et leur population. Okay. Je vais regarder la distribution de la population. Donc, par exemple, vous avez une ville qui a 853 547 habitants. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est le premier chiffre. Okay. Donc, je vais regarder la fréquence d'apparition du premier chiffre. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Je prends la population. Donc, la troisième colonne dans ma base correspond à la population. Okay. Et je le prends en tant que chaîne de caractères et je vais aller voir le premier chiffre. Donc, c'est ce que fait cette fonction substr. Donc, substr veut dire dans une chaîne de caractères, prends-moi les caractères qui vont de A jusqu'à B, où A va par exemple être 5 jusqu'à 7. Donc, vous pouvez extraire des sous-parties de chaîne de caractères. Moi, je vois cette chose-là comme étant une chaîne de caractères et je commence en 1, je finis en 1. Donc, techniquement, je lui dis extrais-moi le premier chiffre. Et je lui dis de le convertir en tant que nombre. Voilà. Donc, X, ça va être la valeur du premier chiffre qui apparaît dans ma série statistique des tailles des populations des villes. Okay. Donc, techniquement, cette ville, elle est 853 547 habitants, commence par un 8. Donc, XI associé à cette ville-là, c'est un 8. Mais la ville aurait 8047 habitants, elle commencerait aussi par un 8. Okay. Donc, je m'amuse comme ça pour mes milliers de villes à regarder la fréquence d'apparition du premier chiffre comme étant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, je reste dans ces chiffres-là, parce que ça ne peut pas être 0. Okay. Essentiellement, puisque 0 n'apparaît pas en premier. Il pourra apparaître en dernier, mais pas en premier. Okay. Et je me demande la fréquence d'apparition de ces chiffres. Vous avez cette fréquence en bleu qui apparaît à droite, okay, où vous avez à peu près un peu plus de 30% des villes dont la taille de la population commence par 1. Et ensuite, ça chute dramatiquement. Et ça chute de manière assez étrange, c'est qu'en fait, la probabilité, elle est décroissante. Donc, il y a moins de chances d'avoir un 2 que d'avoir un 1. Il y a encore moins de chances d'avoir un 3 qu'un 2. Il y a moins de chances d'avoir un 4 qu'un 3, etc. Donc, on se trouve cette décroissance. Et en fait, cette distribution, elle correspond à la courbe rouge, qui est la courbe que je vous ai faite ici, qui correspond à ce qui s'appelle la loi de Benford. Donc, la loi de Benford, c'est cette loi qui est ici. Alors, qui n'a pas de paramètres. Elle est juste définie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Et en fait, elle est calculée de la manière suivante, c'est que c'est la différence entre le log en base 10 de x et le log en base 10 de x plus 1. Okay. Donc, vous pouvez vérifier que cette chose-là, quand vous sommez pour x égale 1 à 9 df de x, ça vaut bien 1. C'est bien positif. Donc, ça vous définit bien une masse de probabilité. Okay. Et en fait, cette loi, elle est assez magique, puisqu'elle correspond en fait à ce genre de choses. Donc, ici, on retrouve, si jamais vous regardez cette distribution de masse, il y a 30% de chance d'avoir un 1, 17% de chance d'avoir un 2, 12% de chance d'avoir un 3, 4% de chance d'avoir un 9. Et en fait, cette loi-là, eh bien, mine de rien, on la retrouve dans beaucoup de cas en stats. On la retrouve sur la taille des villes, mais si jamais vous prenez des tailles de fleuves, par exemple, vous devriez la retrouver. Et en fait, elle a été beaucoup utilisée pour détecter de la fraude. Par exemple, si jamais vous preniez des distributions de revenus, par exemple, ou des distributions de choses qui apparaissent dans des relevés fiscaux, si jamais les choses étaient faites avec... Alors, il y a quand même des propriétés pour que ça marche, mais disons que si jamais vous regardez les fréquences d'apparition des chiffres, on devrait avoir cette distribution, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de 1 que de 2, que de 3, etc. Donc, on devrait avoir cette propriété-là. Donc, les personnes qui fraudent en prenant des nombres au hasard entre 0 et 1, généralement, ont des choses un petit peu bizarres. D'accord. Donc, il faut juste se souvenir de ça, c'est que ces lois-là, définies sur les nombres entiers, peuvent être relativement populaires. Donc, les grandes lois classiques, mais je résume un tout petit peu ce que je viens de vous dire. La loi numéro 1, c'est la loi de Bernoulli. Quand vous semez des Bernoulli, vous avez la binomiale. Quand vous regardez des propriétés limites, quand n devient grand et que p est petit, vous avez la loi de Poisson. Il y a la loi géométrique qui est une apparition pour la première fois d'un événement de Bernoulli. Okay. Donc, c'est les grandes lois classiques. Bernoulli, binomial, Poisson, géométrique. Il y a deux autres lois qui peuvent être intéressantes. C'est cette loi de Zipf et cette loi Benford, qui sont des lois qui peuvent être utilisées dans certains contextes de modélisation. Okay. Donc, j'arrête là pour mes caractérisations des lois, en tout cas des lois discrètes.
je vais commencer par vous définir juste après les notions d'espérance et de variance dans le cas discret. Et ensuite, on attaquera quelque chose de formellement un petit peu plus compliqué qui sont les lois continues, c'est-à-dire des grandeurs qui ne sont plus des comptages d'événements, mais qui pourraient être genre une température qui fondamentalement est quelque chose de continu, certes que j'observe de manière un peu discrète, mais que je pourrais observer de manière parfaitement continue. Ok, donc on fait une petite pause et on reprend ensuite sur des définitions d'espérance et de variance qui sont des objets mathématiques définis sur des variables aléatoires.